pour la télévision plus. Tout de suite, les journaux. Il y a de cela plus de 3 mois que ces travaux ont été lancés, travaux financés par la municipalité dans son exercice budgétaire 2020. Et l'un des responsables de ce chantier nous avait confié hors caméra que ces travaux prendront fin d'ici 3 mois. Mais seulement sur le terrain, le constat fait, c'est que ces travaux s'exécutent avec beaucoup de lenteur et nous ne maîtrisons pas les raisons parce que personne pour se prêter à la logique du compte rendu. La dernière étape de ces travaux, c'est la pose des pavés qui jusqu'à ce jour s'effectue à pas d'escargot. D'où l'angoisse des populations, surtout en cette période des pluies diluviennes qui vont s'abattre sur la capitale économique, risquent forcément de plus belle encore venir retarder la fin de ces travaux et rendre les voies boueuses avec cette terre jaune. Nous osons juste croire que d'ici quelques semaines, ces travaux pourront prendre fin et que les populations de Vounvou pourront jouir de ce joyau et vivre l'ère du modernisme. Une seule communication à cette cérémonie officielle de lancement de l'opération Coup de poing Covid-19 dans le département de Pointe-Noire, celle du Premier ministre Anatole Collinet Makosso qu'entourait les ministres de la Santé et de la Sécurité publique. Cette communication aux allures d'une exhortation est axée beaucoup plus sur la prise de conscience patriotique des populations, sur l'intérêt de se faire volontairement vacciner et de respecter rigoureusement toutes les mesures barrières. Car à ce jour, le Congo traverse la 3e vague de la pandémie et les morts commencent à se compter par dizaines chaque jour. Devant l'ampleur de la maladie, l'équation devenait difficile pour le gouvernement en sa qualité de garant de la santé publique. Repartir au confinement ou bien, Monsieur le Premier ministre donne l'orientation gouvernementale retenue. Nous avons pris un certain nombre de mesures lors de la dernière coordination nationale. Mesures qui nous ont obligés à répondre à un certain nombre de préoccupations au regard de la remontée des cas. Fallait-il repartir au confinement? C'était la question que nous nous sommes posés en gouvernement et en coordination nationale. Parce que ça semblait être la seule solution. Pour éviter que nous soyons débordés. Et c'est la crainte que nous exprimions dès le départ. J'entends encore les Congolais dire, le même qui nous disait, mais pourquoi on se rend tant de mal? On se demande même si la maladie en question existe. Et puis il n'y a pas assez de cas. Ça ne sévit pas autant que le paludisme. Pourquoi le gouvernement s'attarde-t-il sur une pandémie qui ne nous affecte pas autant? On a écouté ça des Congolais. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous disent les hôpitaux sont débordés, il manque d'oxygène. Mais c'est pas ce que le gouvernement nous disait. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures à respecter et à faire respecter strictement par les forces de l'ordre, entre autres. Imposons-nous une certaine discipline. Prenons au moins 45 jours. Donnons-nous 45 jours. On va voir si on peut contenir la menace. Et pendant les 45 jours, renforçons la vaccination. La vaccination. Donnons-nous la possibilité de nous faire vacciner. Parce que il a été démontré que la vaccination nous permet au moins de ne pas être exposé aux formes graves. Je passe les activités de surveillance épidémiologique d'atterrir sur le contrôle. Le contrôle. Les services de sécurité doivent être debout.
c'est le travail de la police et de la gendarmerie. De savoir que nous sommes en guerre et d'être sur le terrain. D'occuper la ville. Au sortir de cette communication qui a réuni les autorités politico-administratives, militaires, sanitaires, religieuses, ainsi que les présidents des quartiers et des associations de Pointe-Noire, le commandant territorial de la police de Pointe-Noire et du Kouilou, Jean-Pierre Okiba, à qui revient la grande responsabilité de redoubler de vigilance pendant ces 45 jours que vont durer l'opération Coup de poing Covid-19, a dit en substance ceci. Le Premier ministre a parlé. Nous sommes à l'exécution. Et donc j'invite tout le monde, toute la population à se conformer aux dites prescriptions. Il n'y a pas autre chose. Déjà depuis presque 1 année et demie, ce sont les mêmes mesures. Mais malheureusement, il y a eu comme un relâchement. Étant donné le contexte qui est difficile en ce moment-ci, donc nous en appelons à la conscience de tout le monde. Mais notre engagement n'est pas négociable à ce sujet. Nous allons être très durs, comme l'a dit le Premier ministre. Nous allons occuper le terrain 24 heures sur 24. La visite guidée des structures sanitaires équipées pour accueillir les patients Covid-19 en cas de débordement figurait dans l'agenda du Premier ministre. Il s'agit de l'hôpital général Adolphe Cissé et du centre de santé intégré Madeleine Mouissou de Mpaka. Il y a des choses, même si on veut les arrêter, on ne peut pas parce que notre vie en dépend. On ne peut plus repartir dans l'expérience du confinement. On ne peut plus repartir dans l'expérience où on arrête les jours de marché. Ça va être la catastrophe. On s'est dit, comme ça, on ne peut pas arrêter. Mais arrêtons au moins ce qui dépend de nous. Ce que nous pouvons nous-mêmes différer. C'est pourquoi on fait ça. On ne peut pas tout arrêter. On se dit, mais au lieu de repartir au confinement, commençons par alléger ça. Il faut que le peuple comprenne qu'ils ne suivent pas ceux qui les élisent. Oui, les histoires des bus, je pense. Il ne faut pas qu'on voit seulement parce que, bon, ici on a respecté, là on n'a pas respecté. Mais nous allons mettre tout en œuvre pour que, au lieu qu'on soit dans ces comparaisons, que même au niveau des bus, que seulement à la base, qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas de gens qui remplissent le bus pendant que, en même temps, ceux qui gèrent leur bus en privé, je crois que c'est eux et qui montent un peu plus la pression. Ils se disent qu'eux ils sont privés, alors que les bus de l'État, non, c'est pas par complaisance. On va renforcer les dispositifs pour qu'à ce niveau, tout le monde soit logé. On nous interpelle souvent. Oui, les autorités, il n'y a pas d'autorité qui soit privilégiée. On a même essayé de prendre des dispositions, surtout les affaires de vie. Quand on a dit, essayons de faire l'effort en cette période, de ne pas permettre que nous puissions mettre beaucoup de temps dans nos veillées. Que le malade atteint de Covid soit inhumé dans les meilleurs délais. Ce sont les dispositions sanitaires qui s'imposent. Au début, on le faisait aussitôt. C'était aussi la panique. Nous avons tout fait pour interroger nos experts. Est-ce qu'on peut avoir quelques marges? On dit bon, ok, jusqu'à 48 heures, maximum 72 heures, on peut autoriser. Mais à telle condition. Pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Que c'est des mesures à 2 vitesses. Parce qu'à celui-ci, on a imposé qu'il enterre son parent dès le lendemain. Il va apprendre que là-bas, on attend celui qui vient de France. Tout ça, ça crée de doutes. On a interrogé les experts. Ils nous disent au moins dans les 48 heures. Mais ça ne doit pas dépasser 72 heures. Dépasser 72 heures, c'est pas possible. Et je donne cette information pour éviter qu'on ait tout le temps des contradictions entre les autorités qui appliquent les règles et vous. On dit l'État a raison parce que tout le monde doit se faire vacciner. Mais en se faisant vacciner, il faudrait aussi qu'il y ait venir un code. Chaque travail doit avoir une façon de faire et une analyse approfondie.
Sans analyse, il n'y a rien. Il faut voir. Est-ce que quand l'État a lancé l'opération coup de poing, il a prévu des docteurs qui doivent regarder ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas prendre et ceux qui peuvent prendre ce vaccin? Parce que ce vaccin-là a aussi ce qu'on appelle des faits nocifs là-dedans. Donc pour cela, l'État... Des effets indésirables. Indésirables. Donc l'État va d'abord mettre, en position les médecins qui doivent déceler les maladies des gens. Et alors, quand on fait ça, quand ils décèlent des maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait les épargner. Les épargner. En les épargnant, on fait quoi? Il y a un certificat que l'on donne, qui ne leur donne pas, droit de pouvoir supporter ce vaccin. Est-ce qu'on a vu ça? Sinon, tout le monde doit être vacciné, ce n'est pas une mauvaise affaire. Hein? C'est pour éviter la maladie chez nous. Mais il faut prévoir tout ce qu'on appelle des impasses, des choses nocives. Tu vois? Parce que sinon, au lieu que le vaccin nous soigne, mais le vaccin va nous tuer de plus belle. Parce que lorsque le vaccin rencontre les maladies, les comorbidités. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'inflammation. Puis il y a des morts d'hommes. Voilà. Là, on va accuser, c'est le vaccin qui est mal, or que c'est notre façon de faire qui est très mal. Jamais qu'un malade ne peut connaître sa maladie. Il n'y a que le docteur qui connaît. Puisque c'est le docteur qui doit dire au malade que tu souffres de tel mot ou de tel mal. Vous voyez? Jamais. Comment, depuis quand tu as entendu, toi, dire qu'un homme malade va se dire que moi je souffre, et la maladie des yeux, et la maladie des dents, et la maladie... Il ne peut pas, telle que la maladie que vous venez de citer là. C'est une maladie qui se démarque difficilement. Le diabète. Difficilement. Mais ils vont mourir beaucoup. Ils vont mourir. Parce que tu vas à l'hôpital, tu t'en vas prendre, la chose qu'on appelle le vaccin. Non, dans ce qu'on appelle l'idiotie, le vaccin, sans se connaître que moi je suis malade, mais tu vas mourir. Tu vois? Donc il faudrait d'abord que le docteur regarde bien de fond en comble celui que nous allons vacciner. Voilà. Celui que nous allons vacciner, avant de le vacciner. Au lieu de lui poser la question, tu souffres de quoi? Lui, il connaît quoi? Il ne connaît pas? Lui, il n'est pas docteur, il n'est pas médecin. Et puis, demain matin, quand il va se trouver devant la police, tels que les policiers que nous connaissons là, nous les connaissons tous là. Et ils vont trouver de ça un gagne-pain. Hein? Ils vont trouver de ça un gagne-pain. Comment? Parce que, oui, lorsque tu ne vas pas lui présenter un papier, lui, il va dire, celui-là s'est échappé. Sans se rendre compte, même si tu lui dis que j'étais malade, il ne te comprendra pas. Il ne va pas te comprendre parce que ça, pour lui, maintenant, c'est devenu un gagne-pain. Quand tu vas lui dire, papa, non, je suis enceinte. Je suis enceinte, il ne te comprend pas. Hein? Ce qu'on envoie dans les frontières là, ils ne savent rien, ils ne savent pas ça. Lui, c'est son arme qu'il connaît. Lui, c'est la mission qu'il connaît. C'est tout. Mais le docteur doit faire son travail. Tu es malade, tu n'as pas la possibilité de prendre le vaccin, on t'épargne en te donnant un papier que lui là, il n'a pas le droit de recevoir cette dose de médicaments. Voilà tout ce qu'il faut faire. Il faut épargner les gens. C'est ça qu'on appelle faire l'examen de conscience. Et puis conscientiser d'abord les gens aussi. Voilà, la conscientisation des gens doivent provenir de médecins qui sont là. Un homme qu'on a dit, tu ne vaccines pas, quand il va dire devant la police qu'on m'a épargné, la police ne va pas comprendre parce que la police aussi de ça, c'est son gagne-pain. Ou tu payes de l'argent, ou c'est la bagarre qui va s'instaurer là. Voilà ce qui va se faire. Donc il faudrait que les médecins fassent leur travail. Non, À ce sujet, ils ont raison. Lorsque les gens se font vacciner, ils n'ont pas de carte après que des promesses. Comment seront-ils les vaccinés et les non vaccinés? Je suis d'accord pour la vaccination. Tant pis pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Sauf que depuis la semaine passée, j'ai pu avoir mon vaccin.
Johnson. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de passe sanitaire. Je ne sais pas comment ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre les vaccins là-bas, mais il n'y a pas de passe sanitaire. On nous remet juste les photocopies. Et comment on va circuler? Est-ce que les photocopies là, vous allez nous compliquer? C'est ça le problème. C'est ça qui vraiment me cœur. Sinon le vaccin, nous on prend le vaccin, nous sommes le marché, on est vacciné. Moi tel que je vous parle, je suis vacciné, mais sauf que je n'ai pas le passe sanitaire. Ici c'est le cas, le marché. Sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire parce que l'État est mieux placé à répondre à cette question. Je me désiste de répondre à cette question. Parce que cette question relève de l'État, de compétences de l'État. C'est obligatoire que tu sois vacciné parce que malade qui n'a pas là. Peut-être qu'on a respecté le vaccin. Mais vraiment mal à l'aise. On nous oblige la vaccination, monsieur, dans les bus mal à l'aise. Ne court-il pas un grand danger alors qu'ils sont nombreux dedans? Malade qui n'a pas parce que tu vas être paquet. Papier, ça fait, tu vas taxer à faire, tu vas mettre jusqu'à 3 personnes. Les 3 personnes, reprendre bien dans ma chauffeur. Les taxis et bus transportent 3 personnes. Cela ne rend pas service aux chauffeurs. Bus mal à l'aise, les mesures ne sont pas respectées. Il dit que vous mettre un bus avec 150, vous mettre un bus avec 4 personnes. Nous qui vendons au marché, nous avons accepté de nous faire vacciner. Qu'ils nous remettent les bus à 150 et le nombre de places comme dans le passé. Que les autorités passent d'abord à la télé, qu'ils nous montrent comment ils se font vacciner. Nous nous faisons vacciner pour se protéger ou bien pour toujours tomber malade. Les diabétiques ne se font pas vacciner, les femmes enceintes, telles que moi je suis enceinte. Lorsqu'on se rend à l'hôpital, on nous demande le pass Covid. Peut-être que j'ai une glycémie en surplus, mais comment je n'ai pas fait des examens, comment savoir? Mais comme ça fait des examens, faites-nous des examens avant. La maladie existe. Allons nous faire vacciner. Tout le monde n'a pas le même organisme parce qu'il y a d'autres qu'on interdit de fumer après l'injection. Mais moi, j'ai fumé après pendant toute la journée. Je vous déconseille de faire comme moi. L'ensemble des documents d'archives audiovisuelles, les enregistrements visuels et sonores, indépendamment de leur support physique et du procédé d'enregistrement utilisé, est appelé patrimoine audiovisuel. Aujourd'hui, heureusement, nous sommes à l'ère du tout numérique. Selon les spécialistes, nous ne disposons pas plus de 10 ou 15 ans pour assurer l'immutabilité des archives sonores et visuelles, c'est-à-dire des archives mises à l'abri de la détérioration. C'est depuis 2007 que l'UNESCO est amenée à réfléchir à la création d'une journée mondiale consacrée au patrimoine audiovisuel. C'est donc la date du 27 octobre qui a été retenue comme date de célébration officielle de cette journée. Étant donné qu'une instruction sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement marquant ainsi l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. À ce jour, 41 ans jour après jour. C'est un enjeu de civilisation pour l'UNESCO qui a des objectifs ambitieux et vise à constituer la mémoire du monde tout en sensibilisant le public sur l'importance des documents audiovisuels et à attirer l'attention sur le besoin urgent de les protéger. Car la puissance de la télé, c'est aussi ses archives. Retransmettre le discours de libération des peuples africains par le général Charles de Gaulle, alors mort il y a des décennies, c'est ce qu'on appelle la magie de la télé. N'est-ce pas que c'est intéressant et éblouissant, mais il fallait bien conserver cette archive, donc ce patrimoine audiovisuel, pour satisfaire le public, particulièrement les nouvelles générations.
C'est là tout l'intérêt de cette journée, dite du patrimoine audiovisuel, consacrée à la sensibilisation de la protection de ce patrimoine universel. Cette avenue d'Alger, bloquée de partout, faute de travaux depuis un certain temps, commence à faire vraisemblablement défaut aux usagers de la route et aux populations qui sont obligés aujourd'hui d'emprunter des voies de secours. En effet, nos ruelles de quartier, elles-mêmes dégradées, surtout en cette saison pluvieuse, et représentant un grand risque pour nos enfants. L'avenue d'Alger est l'artère principale des bus ligne 15 dont les chauffeurs et receveurs font constater les difficultés qu'ils subissent alors qu'ils paient la taxe de roulage. Mon problème est qu'ils reviennent enlever leur garde-fou. Ils ont commencé les travaux, c'était la joie. Mais ils ont négligé et abandonné et même barré les routes. Et nous, pour circuler, c'est difficile. Si peut-être ils étaient en train de travailler, ça devrait être bon. Là, ça nous met en difficulté pour chercher les voies de secours. S'ils ne veulent plus continuer les travaux, au moins qu'ils enlèvent leur garde-fou pour nous faciliter la circulation. Donc, nous demandons aux autorités de venir poursuivre ces travaux pour enlever les garde-fous. L'avenue d'Alger rend fluide la circulation et l'accès facile aux autres quartiers et arrondissements de la ville capitale économique. Est aussi ici réclamée par les populations par la voix d'un des chefs de bloc. Nous sommes déçus par ce comportement. Ils sont venus bloquer la route, ça fait plus de 3 ans de cela, alors que la population était bien pour emprunter la ligne 15 qui nous prenait ici devant l'hôpital. Et aujourd'hui, la population est en train de crier, ça fait 3 ans, ils n'arrivent pas à arranger cette avenue. Nous demandons aux autorités, plus précisément le maire de la ville, qu'il essaie de voir ce problème. Puis on demande aussi l'accompagnement de notre maire de l'arrondissement numéro 3 Tchétché pour le problème de cette avenue. Parce que cette avenue, c'est depuis Marien Gouabi qui avait inauguré cette voie depuis que nous étions enfants. Regardez, là maintenant nous avons quel âge? La voie que vous avez négligée aujourd'hui ne nous facilite pas les activités que nous faisons dans les bars. Tout est mort. La route, grand facteur de développement, ne devrait pas être indéfiniment fermée. L'avenue d'Alger compte pour le développement des populations. La reprise et l'achèvement de ces travaux s'avèrent davantage indispensables. Sur le terrain, nous avons compris que ces vendeurs exposés à la mort soudaine vendent sur la voie ferrée moyennant une somme de 300 francs CFA qu'ils paient comme taxe journalière aux agents municipaux pour occupation de l'espace public. Voilà la majeure raison pour laquelle ils s'obstinent à vendre sur ces rails, même étant conscients des risques qu'ils encourent. Parce que les Texans n'ont pas de rail, ils n'ont pas de rail, ils n'ont pas de rail. Donc, moyen de faire la pique, et de venir avec pendant que nous avons aussi des lendemains, vu que nous avons des billets à 150, à 300 dollars, parfois ils ont une journée, les billets, ils ont fait des billets, donc vraiment des lendemains. Certains disent qu'ils sont obligés de vendre sur la voie ferrée par manque de place dans les marchés publics officiels. Ces vendeurs à risque ont ajouté ceci. Puisqu'ils doivent prendre soin de leur famille, surtout en cette période de crise, ils préfèrent mettre leur vie en danger, comme s'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ah ouais, je te vois, on a un risque. Mais c'est que mes parents sont fatigués. Mes parents sont fatigués, donc il faut que nous même l'école à l'État. Dans l'école à l'État, donc il faut des réinscriptions qui accompagnent dans les navets. Au sortir de ce reportage, nous avons retenu que, depuis le début de la pandémie à Covid-19, nombre de citoyens n'ont plus de gagne-pain et se refugent dans ces marchés de fortune, même érigés sur la voie ferrée, pour trouver de quoi subvenir aux besoins de leur famille. L'équation socio-économique semble difficile. Autant vendre sur la voie ferrée est impensable, autant la vie de précarité n'est bonne pour personne. Mais mieux vaut la vie de précarité que la mort de précarité.
des denrées alimentaires exposées à proximité des poubelles au Fond-Thiétier est une réalité comme vous le constatez. Paradoxalement, ces vendeurs déplorent la présence de ces immondices dont ils reconnaissent être la cause de beaucoup de maladies dues à la pollution. À cet effet, en s'appuyant sur les conséquences que peuvent entraîner les denrées alimentaires souillées sur la santé publique, nous avons apostrophé quelques vendeurs pour comprendre avec eux ce qu'il est convenu d'appeler un phénomène. Vendre des aliments presque dans la poubelle. Même awa poubelle wapate sana kata maza batuga parfois mati aveta pia kama ndiye na pesa wechifu na maladi mana kipevea awa wapate saka bachura même mana kota va mvula parfois kutatu bamaza bana maza. Les aliments que nous mangeons, c'est pas trop bien avec les mouches qui quittent de l'endroit. Là où les gens se soulagent, là où les gens pissent, voilà. Si vous regardez à ma droite là-bas, vous verrez qu'il y a une personne qui est en train de pisser et tout. Alors c'est pas trop bien, parce que là, après vous allez déclarer encore que là, il y a de la maladie qui traîne au pays. Mais quand on vous demande d'aller se faire vacciner, vous ne voulez pas. Alors c'est pas trop bien et c'est pas trop propre. Les poissons qui vendent ici là, c'est pas hygiénique et ça ne fait pas partie de la santé aussi. Après demain vous allez déclarer que non, c'est la sorcellerie ou quoi. Non, alors que c'est vous-même qui déclarez qu'il y a la sorcellerie ou bien la mauvaise santé en vous. Pour ces vendeurs, ils paient leur taxe municipale d'occupation de l'espace public et de balayage. C'est à la mairie donc de remplir en retour ses devoirs, entre autres le nettoyage. Ce que je veux demander à la mairie, qui prend ses responsabilités, aussi d'améliorer l'endroit et de pousser au moins le marché qu'il soit plus agréable que maintenant que nous voyons là. En définitive, dans la perspective de garantir la santé de la population, il serait nécessaire que l'État repense la politique de l'assainissement de nos marchés publics, afin que les populations vendent et achètent dans des conditions adéquates. Car un environnement sain, une santé saine, dit-on. La remise officielle de ce don, en effet, ce geste de cœur de la distinguée Fatih Pico Ikobo, conseillère départementale et municipale de Pointe-Noire, ici, en qualité de présidente de l'association Jeunesse en Marche, La Fourmi, a été ponctué de 3 temps forts. D'abord, les allocutions d'usage, celle de la directrice de cette école primaire publique de Timbamba, couplée aux mots de l'élève, tous deux manifestant leur gratitude à la bienfaitrice. Car, enfin, on peut travailler et étudier dans de bonnes conditions. Nous remercions Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba d'avoir accepté notre invitation. Et Madame Pico Ikobo Fatih, conseillère municipale et départementale, présidente de l'association Fourmi, d'avoir pensé à nos enfants démunis pour la remise des kits scolaires dans cette période où les parents traversent une crise sanitaire et socio-économique. En ce jour de 28 octobre 2021, nous avons le plaisir de vous compter parmi nous. Nous vous remercions d'avoir embelli notre école, de nous rappeler l'histoire de notre pays à travers les images et la réception des kits scolaires. Nous vous rassurons d'en faire bon usage. Puis, tous les officiels politico-administratifs et parlementaires venus rehausser de leur présence cette cérémonie, dont l'objectif final est la relève du niveau d'études des enfants, ont eu droit à une visite guidée des différents travaux réalisés par la distinguée présidente. Les toilettes, devenues un coin d'aisance, et le mur de clôture, dite historique, fait dans les règles de l'art, attirant plus d'un observateur. Enfin, est intervenue la remise officielle à la directrice des kits scolaires destinés aux élèves, d'un lot de bavettes et des gels hydroalcooliques, histoire de barrer la voie à la Covid-19. Ce geste a été salué par le vénérable Juste Justin Gomagabou et d'autres élèves. La culture a fait son travail et nous allons féliciter
à la fois les initiateurs de cette activité et aussi le ministère de la Culture et des Arts. Je la remercie pour tout ce qu'elle a. Bon, les enfants. Je veux la dire, merci la chose qu'elle a fait pour cette message. Et je la remercie beaucoup pour ce qu'elle a fait. Le smash a été bien fait et elle est vraiment très jolie. Au sortir de la remise du don, la donatrice Fatih Piko Ikobo nous a confié la signification de son geste. Les œuvres de peinture qui sont ici, qui sont représentées ici, c'est juste pour permettre aux élèves donc, de se rappeler de l'histoire de notre pays. Donc des hommes, des femmes qui ont marqué l'histoire du pays, qui ont marqué la culture et les arts de notre pays. La crise actuelle, tellement la situation est dure. Il y a beaucoup d'élèves, il y a certains parents qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore mis leurs enfants à l'école par manque de moyens. Je suis venue à l'école il y a 2 jours et j'ai vu qu'il y a une jeune fille qui venait de commencer il y a à peine 2 jours parce que les parents n'avaient pas c'est donc dans ce sens-là que nous avons aussi nous contribué en faisant ce petit geste, en offrant des kits scolaires aux enfants démunis. Assurer la relève de demain, c'est accomplir de tels gestes pour le grand bonheur du Congo. Le risque est certainement grand d'utiliser les déodorants ou les désodorisants, ces produits cosmétiques destinés à masquer les mauvaises odeurs de la transpiration, aujourd'hui presque adorés par le commun des mortels, ignorant que nombreux de ces produits sont fabriqués à partir de substances chimiques toxiques mortelles. Bien des utilisateurs des déodorants ont subi les conséquences néfastes qu'inflige un produit contrefait. Car il est démontré scientifiquement que ces désodorisants composés des ingrédients comme l'aluminium, le butane avec des conservateurs irritants tels que le phénoxyéthanol, propre à multiplier le taux de cancer du sein, surtout si ce produit est appliqué sur une peau fraîchement rasée. Mais pas seulement. Des maladies d'Alzheimer, des irritations de la peau et la liste n'est pas exhaustive. Oui, effectivement, quand on ne respecte pas la distance de pulvérisation sur le corps, il y a des conséquences, ça crée une irritation au niveau de la peau. C'est ça le problème. Les produits pharmaceutiques sont protégés. On a la climatisation et dehors, il y a l'exposition au soleil. C'est ça qui n'est pas bien pour la santé. À mon avis, au fait, l'utilisation abusive des déodorants n'est pas trop bien pour la santé. Parce que c'est pas bien, ça nous emmène beaucoup de maladies. Le cancer de la peau peut être à l'origine de tout ça là. Ce n'est pas bien pour la santé. Donc utiliser le produit, on peut l'utiliser mais avec modération. J'ai dit l'utilisation des déodorants n'est pas interdite, mais c'est l'utilisation abusive n'est pas bien. On peut l'utiliser mais on n'abuse pas. En journée, on ne peut pas se pulvériser 3 fois, on peut le faire une fois en passant. Comme tous les produits, le mode d'utilisation des déodorants est prescrit dans une notice sur le flacon universellement reconnu et conseillé de pulvériser à une distance d'au moins 15 cm des aisselles, encore qu'il s'agisse d'un déodorant original. Car les désodorisants contrefaits ou mieux piratés ont envahi le marché pontenegrin, certainement faute de forte activité de corruption au niveau des frontières. Et lorsque le produit se retrouve sur le marché, pour le businessman, l'État l'a déjà authentifié et déclaré propre à la consommation publique. Lui peut désormais faire simplement son chiffre d'affaires. Non, je ne connais pas l'origine. Je les achète au grand marché, puis je les revends. Sachant que le pays est en baisse, il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens pour acheter ce qui est coûteux et préfèrent ces produits à bas prix. Alors, avec 500 francs, tu peux te trouver un produit. Il se dégage de la vie d'un autre commerçant que c'est au client de choisir le déodorant original. Et c'est en fonction des prix, car il existe le premier, le deuxième et même le troisième choix.
dès que les donnants qui sont là, ça c'est le troisième soir. On a aussi le dernier soir, c'est ça qui est là. Donc c'est différent. Donc ce qui est là, c'est ça qu'on a fait. Mais le prix abordable, 2500, ça c'est moins cher. Il y a les autres là-bas à 2500, ce sont les grands sanitaires le premier soir. Quand même, parmi tout ça aussi, ça qu'il y a à ce soir aussi. Fort de ce qui précède, le confort ou sentir bon, c'est bien. Mais être en bonne santé, c'est mieux. Comme quoi, masquer nos odeurs en se désodorisant nos aisselles et renvoyer une bonne odeur artificielle, c'est bien. Mais tenir ses aisselles, sinon son corps dans la stricte propreté, en se lavant correctement et renvoyer une odeur corporelle naturelle, c'est mieux. Car l'on n'a pas besoin de masquer une odeur, mais d'éliminer cette odeur à travers une bonne et régulière douche. À défaut d'un déodorant original, lavons-nous simplement soigneusement. La santé n'a pas de prix, dit-on. L'on peut prendre conscience.